Dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment, après la Passion du Christ, Mel Gibson s'appuie sur l'histoire des anciennes civilisations pour nous parler de la résurgence des cultes cosmiques dans le monde, et particulièrement à Hollywood, où ce culte est intrinsèquement lié au sacrifice humain. Le film est introduit par une épigraphe universelle qui nous dit qu'une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle est détruite de l'intérieur, ce qui est le cas du monde moderne, et dans ce monde moderne, le microcosme hollywoodien. La première scène est une scène de chasse, où après avoir tué l'animal, on lui arrache les organes pour se les partager. Séquence qui pulvérise au passage immédiatement l'image rousseauiste du noble sauvage innocent et vertueux, vivant en parfaite harmonie avec la nature, avant que la civilisation européenne ne vienne le corrompre. Et cette image va de pair avec ce mythe que les premiers peuples, et particulièrement les peuples précolombiens dans l'image européenne des Lumières, vivaient en parfaite harmonie avec les animaux, image qui a été contredite depuis, mais qui revient en force à travers notamment la secte des antispécistes qui place l'animal à égalité avec l'homme, voire au-dessus de lui, et qui a dangereusement répandu son poison en Occident depuis les événements du 11 septembre. Bien que les deux phénomènes n'aient pas de lien direct, mais on va dire que le 11 septembre est un point de bascule qui ouvre une nouvelle ère. L'antispécisme est une philosophie apparue dans les années 70, à une époque où Hollywood valorisait précisément les peuples primitifs, dépourvus de toute violence, y compris à l'égard de leurs ennemis, dans des films idéologiques comme Little Big Man. Or, aucune civilisation au monde n'a jamais placé l'animal à égalité avec l'homme. Sinon, les jaïnistes, une secte de l'Inde d'avant notre ère, vraisemblablement inspiratrice de ces courants de pensée visant à culpabiliser l'homme occidental et son mode de vie. Ce mythe rousseauiste, bien que quand on dise rousseauiste, il faille relativiser, puisque Rousseau a revu sa copie par la suite, ce mythe rousseauiste qui idéalise l'état de nature où l'homme est naturellement bon, est mis cul par-dessus tête avec, dans le film, la mauvaise blague qui est faite à un des chasseurs par le groupe. On lui fait croire qu'en mangeant les couilles du tapir qu'ils viennent de tuer, il deviendra fertile. On est ici dans la blague de la chasse au dahu, ou la chasse au snipe aux États-Unis, qui est une sorte de bizutage dont le malheureux chasseur est victime, puisqu'en effet, lorsqu'il mord dans les testicules de la bête, le goût infâme qui s'en dégage l'oblige à tout recracher. Cette curée d'après-chasse, où on s'amuse et où on rigole, est tout à coup dérangée par une menace abstraite qui vient du cœur même de la forêt. Quand soudain apparaissent les membres d'une autre tribu qui prétendent être en fuite parce qu'on a dévasté leurs terres. Le spectateur pense à ce moment-là que les terres en question viennent d'être dévastées par les conquistadors. Mais ce n'est pas le cas. Les conquistadors n'entreront en scène qu'à la toute fin du film. Après cette partie de chasse, au moment où les chasseurs retournent au village, le héros, qui se nomme Patte de Jaguar, a une discussion avec son père, Ciel de Silex. Discussion dont le sujet est la peur, sentiment qui habite la tribu qu'ils viennent de croiser. Peur que Patte de Jaguar doit absolument bannir s'il veut survivre. Ce dialogue entre le père et le fils vise moins à valoriser l'héroïsme guerrier que de nommer la peur en tant que moyen de chantage profitable à ceux qui l'entretiennent. En réalité, la peur, dans la séquence en question et dans la séquence d'après, est assimilée à l'absence de foi,
en l'occurrence la foi en Dieu. Écho à notre monde moderne post-11 septembre, où la peur, provoquée par un événement dont le but est de la susciter, n'est qu'une manigance pour justement nous faire douter de Dieu. Comme dans les westerns de papa, le film exalte la virilité et le courage, synonyme pour le spectateur émasculé des années 2000 de barbarie. Par exemple, une mère, fût-elle indigène, qui houspille son fils parce qu'il est incapable de procréer, et pour le public du XXIe siècle, une vision rétrograde que le nouveau western, celui des années 70, avait commencé à combattre, jusqu'à un film qui date du milieu des années 80, un film tel que La Forêt d'Emeraude, qui reprenait cette vision simpliste de l'indigène pacifique de Little Big Man, où l'enfant blanc que les indigènes avaient kidnappé s'épanouissait bien mieux à leur contact, en vivant parmi eux, qu'il ne l'aurait fait dans sa culture d'origine. Encore une fois, un film qui visait à culpabiliser l'homme blanc et son mode de vie. Contrairement au western de papa, et encore moins au western pro-indien, on ne nous montre pas une civilisation qui vient en écraser une autre, mais une aristocratie qui écrase son propre peuple. Le film attribue à des personnages d'indigènes les qualités, comme le courage, la virilité, le sens des responsabilités familiales, qui sont les qualités de la famille américaine traditionnelle. C'est très progressivement qu'on en vient, sur le ton de l'humour d'abord, au thème du sacrifice humain et accessoirement du cannibalisme. Quand Pat de Jaguar, le héros, demande ce qu'ils devront manger au repas du soir, c'est-à-dire le tapir qu'il a chassé, ou bien l'enfant, qui est le sien, qui tient dans ses bras. L'attaque du village, par les raiders, qui vont les capturer, a lieu le lendemain de cette partie de chasse et du partage communautaire du gibier, où l'ancêtre raconte aux autres des contes de veillée, avec le symbole du cercle qui revient de manière récurrente dans le film. Attaque du village, dont Pat de Jaguar aura eu la prémonition durant la nuit, au cours d'un rêve étrange. La manière dont l'attaque en question est mise en scène nous rappelle ce que le cinéma américain nous a montré dans les westerns, avec la cavalerie qui attaque des villages indiens, ou alors dans des films sur le Vietnam, qui nous montrent des populations locales massacrées par les GI, dans des films comme Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Platoon, et surtout Outrage, autant de scènes de violence à travers lesquelles l'homme blanc est presque toujours présenté au public comme une brute sanguinaire. Et si le cinéma a également mis en scène des guerres intertribales dans des films comme Un homme nommé Cheval, Le dernier des Mohicans ou Danse avec les loups, on y implique toujours un occidental qui, comme dans La Forêt d'Émeraude, a abandonné sa culture d'origine pour vivre parmi les indigènes et s'y épanouir, loin de la civilisation des hommes blancs, brutal, barbares, colonialistes, etc. Le massacre, qui pour le coup est une vraie boucherie, à nous montrer les choses, autant les montrer vraiment, le massacre donc nous rappelle ce qu'on avait vu dans la Passion du Christ, avec la même référence subtile au symbole de l'œil montré par une grand-mère qu'on vient d'éborgner, et pendant que le massacre a lieu, Pat de Jaguar s'empresse de cacher sa femme et son fils au fond d'un puits asséché, puits qui est un cercle entouré de pierres, qui nous rappelle le sommet du Golgotha au moment de la crucifixion. Nous sommes chez les Mayas, mais comme dans la Passion du Christ, les pratiques barbares qui sont décrites sont communes aux sociétés contemporaines. Les raiders au service d'une aristocratie décadente évoquent les hommes de main des mafias modernes exécutant les sales besognes. Leur chef, qui s'appelle Zéro Loup, est un barbare sanguinaire et son lieutenant, un psychopathe, se nomme Œil du Milieu, c'est-à-dire le troisième œil, l'œil qui voit tout, mais l'attribuer à un tel personnage est loin de l'évocation spirituelle qu'en donnent les sociétés ésotériques. Une scène symbolique renforce ce parallèle avec les sociétés occultes modernes. Un raider
aveuglé par le coup violent qu'il a reçu à l'œil, se fait fendre la paupière par son père, Zérolou, pour évacuer le sang et ainsi recouvrer la vue. Ce qui voudrait dire que ces tueurs au service d'un pouvoir sombre détiennent le secret pour retrouver la lumière quand elle est perdue. Les prisonniers qui ignorent encore qu'ils vont être sacrifiés doivent traverser une interminable forêt, lieu par excellence d'obscurité et d'égarement fondé sur l'archétype du voyage initiatique. Je vous renvoie à ma vidéo sur le film de Chabrol, Alice ou La dernière fugue, où le personnage passe tout le film dans une forêt. Mais ici, ce voyage ne mène pas à l'éveil. Il dépouille au contraire ceux qui l'empruntent, ce voyage initiatique, de toute humanité. Bien que ces indigènes soient natifs de cette forêt, on les conduit dans un territoire aveugle dont ils ignorent la destination. Mais bien évidemment, seuls les adultes sont kidnappés par les raideurs, parce que les enfants ne peuvent pas être utilisés comme esclaves, et ils ne constituent pas non plus une menace pour eux. La marche forcée des prisonniers les oblige, à un moment donné, à longer un précipice dans lequel l'un d'eux va chuter. Dans la forêt initiatique, métaphore du labyrinthe intérieur, le précipice est l'une des épreuves les plus redoutables. Un ravin caché sous les feuillages, un vide soudain qui menace d'engloutir le voyageur égaré, comme dans les contes, style le pont de l'épée dans les légendes arthuriennes ou le ravin dans les rites chamaniques, franchir ou éviter le précipice symbolise la maîtrise de la peur, le lâcher-prise et la renaissance. Autrement dit, l'initié, après avoir frôlé la chute, accède finalement à la lumière, comme le voyageur qui émerge de la forêt dense dans une clairière illuminée. Mais celui-ci, qui durant le parcours cherchait la lumière à travers les feuillages, ne la trouvera pas, puisque c'est lui qui va tomber dans le précipice. Le soleil couchant a, comme dans la Passion du Christ, une signification. Il symbolise le déclin d'une civilisation, et on l'oppose à l'image de la femme de pattes de jaguar allongée au fond du cercle de pierre, c'est-à-dire le puits où elle est cachée, enceinte d'un enfant. Cet enfant qui sera le nouveau Christ, celui qui naîtra au centre du cercle au moment où débarquent les conquistadors dans la dernière séquence. L'image de la femme enceinte endormie, en attente d'un nouvel enfant, est une image de paix, opposée à l'image agressive des guerriers entourés de flammes. Il s'agit bien entendu des raiders, en train de bivouaquer autour d'un feu, au sein desquels Zérolou, leur chef, fait don de son poignard à son fils parce qu'il s'est montré courageux au combat. La transmission du poignard est un rituel qui apparaît dans de nombreuses sociétés secrètes, telles que la franc-maçonnerie, chez les Skull and Bones, où on simule un égorgement lors d'un rite initiatique, mais aussi dans certaines branches de la mafia, où on prête serment sur un poignard baigné de sang, chez les Carbonari, société révolutionnaire italienne liée à la franc-maçonnerie, ou encore la Golden Dawn et l'Ordo Templi Orientis. Le parallèle entre ce monde puissant mais sur le déclin, qui a à son service des hommes de main sans foi ni loi, et cette image tranquillisante d'une femme enceinte endormie oppose deux mondes. Celui régi par l'ordre naturel, les cycles de la nature, de la naissance, et celui qui a recours aux rituels magiques et aux symboles mortifères, tels que ceux dont le chef des raiders est paré, des pieds à la tête. On oppose dans la même scène le rite magique du poignard et la prière qu'adresse Patte de Jaguar et les siens au Dieu qui les protège. Magie démoniaque versus foi religieuse. Le monde que Patte de Jaguar et ses congénères traversent est un monde magique qui, à chaque étape, les confronte à de nouveaux rituels. Par exemple, dans un village dévasté, une fillette atteinte par la lèpre pratique la divination. Elle dit aux raiders que l'homme jaguar va bientôt les anéantir. C'est-à-dire qu'elle annonce l'arrivée du Messie, autrement dit, le rituel magique est ici inversé en prophétie. Sur le même chemin, il rencontre des esclaves employés
à extraire de la chaux vive. Leur corps recouvert de poudre blanche leur donne l'aspect de morts-vivants. La poudre blanche étant aussi appliquée dans certains rituels vaudous pour se protéger d'une possession. Dans cette séquence, on voit un des esclaves, dont le corps est blanchi, cracher du sang. Le blanc et le rouge ont un sens bien particulier dans les sociétés secrètes. Nous citerons les rose-croix, où la rose rouge, qui symbolise le sang du Christ, est placée au centre d'une croix blanche qui représente le corps. On a ici une image de martyr. Ce figurant est une sorte de Christ qui nous amène à la résurrection. À l'approche de la cité Maya, un vieillard décharné vient à leur rencontre et on dit qu'il a la maladie du rire, qui n'est autre que la maladie de Kourou, contractée par les pratiques de cannibalisme rituel. Dans cette communauté à la fois cité ouvrière et camp de concentration, un personnage nous présente une poupée qui symbolise un enfant mort, devant un amoncellement d'autres poupées qui symbolisent un charnier, ce qui veut dire qu'on ne sacrifie pas que des adultes. Et soudain, plein cadre, pour qu'il ne nous échappe pas, on a un perroquet, lequel symbolisait chez les Mayas le soleil levant, mais il s'agit ici d'un hara bleu et jaune, espèce de perroquet qui n'était pas connu des Mayas. L'a-t-on choisi en raison de sa zébrure qui entoure son œil. Les rayures zébrées, on les rencontre souvent dans l'iconographie destinée aux enfants. Ici, en lien avec les enfants sacrifiés, montrés en amont. Perroquet choisi aussi en raison de sa couleur, jaune et bleu, couleur emblématique de la franc-maçonnerie, au sein de laquelle circule une blague que j'ai citée dans une précédente vidéo. Quelle différence entre un perroquet et un canari? On peut faire taire un perroquet. Donc le perroquet symbolise ici la loi du silence au sujet de ce que sont en train de découvrir les prisonniers qui arrivent dans la cité. Lesquels prisonniers sont recouverts de peinture bleue pour être sacrifiés, le célèbre bleu maya, en lien possible avec les loges bleues, celles des apprentis qui ne savent pas ce qui se passe dans les grades supérieurs, ce qui est le cas ici. Ils sont peints en bleu, en parfaite ignorance de ce qui les attend au sommet de la pyramide. C'est à 1h10 de film qu'on découvre le cœur de la cité maya avec ses emblématiques pyramides à degrés. Reconstitution cinématographique visuellement impactante, mais absolument pas réaliste, parce que le film a mélangé différentes époques. Alors que jusqu'ici on était dans un film naturaliste, à partir de cette séquence, on a le sentiment de basculer dans un film hollywoodien d'autrefois. Et c'est volontaire. Gibson adopte la même démarche que Coppola dans Apocalypse Now. Une longue traversée dans une jungle hostile et réaliste nous conduit au cœur des ténèbres, là où ont lieu les sacrifices, dans un monde artificiel, celui d'Hollywood, monde où on rencontrait les mêmes indigènes recouverts de peinture blanche. C'est au sommet de ces pyramides, en toque, symbole du monde artificiel produit par l'industrie du divertissement, que des sacrifices bien réels vont avoir lieu. On est dans les jeux du cirque de la Rome antique, dans l'artifice du péplum façon Ben-Hur, ou la chute de l'Empire romain, et exactement comme dans la Passion du Christ, le spectacle de la mort met le public littéralement en transe. On aperçoit parmi la foule le même genre d'enfants monstrueux que dans la Passion du Christ, vision hypothétique de l'Antéchrist. D'ailleurs, un plan assimile clairement le rituel de la décapitation au football, jeu qui d'ailleurs trouve ses origines dans les jeux de balle méso-américains. La foule acclame celui qui jette la tête qu'il vient de couper et qui rebondit comme un ballon dans les escaliers. Et ce public fanatisé saute et lève les mains en l'air comme dans les stades de foot. Plus loin, on voit des mères enduire le front de leurs enfants avec le sang des victimes, utilisé comme une substance sacrée et fertilisante. Victimes dont on a donc coupé les têtes, empalées sur des pics, comme en 1789, et dont il ne reste plus que les crânes, lesquels servaient aussi de carapace au chef des raideurs. Ce symbole du crâne, on le retrouve dans plusieurs sociétés secrètes, comme les Skull and Bones. Il symbolise aussi le souviens-toi que tu mourras des rites initiatiques maçons.
Il y a une chose très intéressante à observer dans cette séquence. Ceux qui vont monter au sommet de la pyramide, comparable à une scène de spectacle pour y être mis à mort, traversent le public, comme l'avait fait Johnny Hallyday au Parc des Princes lors du concert de ses 50 ans, sous une chemise rouge sang, et comme le font lors des remises de récompenses, cérémonie des Oscars ou autres, les lauréats qui montent sur scène depuis le public, ou dans ce cas particulier, il est constitué de leurs congénères. Dans une perspective ésotérique ou symbolique, le fait pour un artiste de monter sur scène en traversant le public porte une signification profonde de passage rituel entre deux mondes. Le monde profane, c'est-à-dire le monde ordinaire, quotidien, représenté par le public, et le monde sacré, c'est-à-dire l'espace scénique, élevé, transformé en temple ou en hôtel. La plupart des spectacles, surtout les concerts, sont des rituels magiques. En traversant le public pour monter sur scène ou en se jetant dans la foule, comme Iggy Pop le faisait souvent, l'artiste brise la frontière entre profane et initié, transformant ainsi le public en complice involontaire du rituel. Au sommet de la pyramide se trouve l'élite cérémonielle, sous ses parures ostentatoires et ses masques effrayants, qui peuvent nous rappeler d'une certaine manière les masques d'Eyes Wide Shut, et surtout le roi, qui affiche une expression d'une cruauté assez rare. Le grand prêtre harangue alors la foule, à la manière des politiciens exaltés ou fanatiques, afin d'ouvrir les hostilités. Le sacrifice se fait, comme dans la Passion du Christ, sur un billot. On plante un poignard dans le cœur pour l'arracher, afin de le montrer à la foule, à laquelle le grand prêtre le présente comme le cœur de Dieu. C'est là aussi une grande pratique symbolique de certaines sociétés occultes, telles que les Rose-Croix, où le cœur représente la conscience divine. On aura vu, avant que le poignard ne s'abatte sur le condamné, un personnage d'enfant obèse, héritier du royaume. Il a d'ailleurs un physique très contemporain. Il est ravi de cette mise à mort. Les rituels lui ayant été enseignés dès son plus jeune âge feront de lui un assassin sans état d'âme, comme l'est devenu son père. Vient le moment de sacrifier le héros, Patte de Jaguar. On le met sur le billot, dans l'intention de lui arracher le cœur et de lui couper la tête, mais le sacrifice est interrompu par une opportune éclipse, signe pour le grand prêtre que Kukulkan, leur dieu, est repu. Inutile donc de lui donner d'autres victimes. L'éclipse est synonyme de résurrection, dans la mesure où Patte de Jaguar survit à sa condamnation, comme dans la Passion du Christ, regardez ma vidéo sur le sujet, où l'ouverture du tombeau de Jésus était comparable à une éclipse. Les prisonniers ainsi libérés, symboliquement ressuscités, vont faire l'objet d'une chasse à l'homme, comme on en rencontre dans de très nombreux films. Je citerai à titre d'exemple L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, où on accorde une avance au personnage joué par Lino Ventura, au lieu de l'exécuter immédiatement. Pratique réelle ou inventée pour le cinéma, tous les films qui mettent en scène ce genre de séquence de chasse à l'homme ont pour thème sous-jacent des organisations secrètes, comme la Résistance dans le film de Jean-Pierre Melville. Dans Apocalypto, on laisse donc une avance aux prisonniers qu'on n'a pas sacrifiés sur scène, leur laissant l'espoir illusoire qu'ils pourront survivre, mais à peine commencent-ils à courir qu'on les attaque à distance avec des flèches, des javelots, des pierres et autres armes âgées pour les empêcher d'atteindre le champ de maïs, à l'intérieur duquel ils peuvent être sauvés. Séquence inventée pour le film, on ne sait pas si ce genre de pratique existait réellement dans la réalité, fort probablement inspirée par cette séquence qui voyait Cary Grant échapper à un avion en se réfugiant dans le maïs. Il était lui aussi aspergé de poudre blanche, comme les extracteurs de chaux vives, dans ce film qui lui aussi établit un lien entre chasse à l'homme et société occulte, qu'est La mort aux trousses. Au-delà du champ de maïs, Patte de Jaguar dévale une pente, jonchée de cadavres en décomposition, dont on a coupé la tête, les corps des sacrifiés. Une vue plongeante du charnier nous montre ces corps organisés en cercle, comme au sommet du Golgotha, au milieu duquel Patte de Jaguar, comparé à un Christ, se relève d'entre les morts, tel un ressuscité.
La comparaison de pattes de jaguar avec le Christ est sans équivoque. Il est blessé au flanc, comme le Christ en croix, à qui un soldat romain donne le coup de grâce en lui transperçant le flanc. Mais pattes de jaguar, lui, il survit. C'est un nouveau Christ. Revenons alors sur cette couleur bleue qui recouvre le corps de pattes de jaguar et de tous les prisonniers qui sont destinés à être sacrifiés. Cette couleur, elle était aussi celle du visage de William Wallace, le personnage qu'incarnait Gibson dans Braveheart, celle des Na'vi dans Avatar, et celle de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou, qui s'en recouvrait le visage avant de se suicider, autrement dit se sacrifier, en poussant des cris d'horreur, parce que la mort était pour lui la seule issue pour échapper au monde tragique qui l'emprisonnait. C'est aussi le drame de Jacques Mayol qui disparaissait dans les profondeurs du Grand Bleu. Le bleu symboliserait-il l'effacement de l'identité? On en a un bon exemple avec Fantomas, l'identité de celui qu'on conduit à la mort ou de celui qui provoque la mort. Dans Apocalypto, ce sacrifice, en haut de la pyramide, est cependant suivi d'une résurrection. Au cours de sa fuite, qui est une sorte d'initiation en rebours, ayant survécu au rituel de la mort, Pattes de Jaguar court vers la Renaissance. Il est alors attaqué par une panthère. Ici c'est un jaguar noir, mais les deux animaux sont similaires. La panthère est l'animal sacré associé à Dionysos, dieu païen qui, à travers son animal totem, cherche à tuer Pattes de Jaguar, sans y parvenir bien évidemment. Et on a de nouveau cette image du cercle avec le jaguar mort et celui qui l'a dévoré à la place de Pattes de Jaguar. Tous les pièges de la forêt se retournent contre ses poursuivants qui la connaissent moins bien que lui parce qu'ils viennent de la grande cité. Ayant évité ces pièges l'un après l'autre, Pattes de Jaguar tombe dans des sables mouvants qui pourraient représenter l'épreuve fatale, mais dont il ressort, vivant, et aussi noir qu'un jaguar, animal dont il porte le nom. La peinture bleue qui le rendait anonyme ayant disparu, il est désormais lui-même. Il dit d'ailleurs « Je suis Pattes de Jaguar, ceci est ma forêt et je n'ai pas peur ». La peur, élément central de l'histoire, est bien ce qui doit être vaincu pour anéantir le mal. Son invincibilité passe aussi par un autre moment très emblématique parce qu'il se réfère directement à la Bible lorsqu'il jette des frelons sur ses poursuivants. Scène inspirée de l'Exode, quand Josué dit « Et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois amoréens, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. » La victoire de Pattes de Jaguar sur ses poursuivants passe par la mort du plus terrible d'entre eux, ou du plus fou, nommé Œil du Milieu, qu'il tue, comme le faisait Ulysse en tuant le Cyclope lorsqu'il frappait son œil du milieu, ou comme le faisait Ned Land, personnage de Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, et la phrase que prononce Pattes de Jaguar « Père endormi, décrochez-moi vos forces » est l'équivalent inversé du « Pourquoi tu m'as abandonné » prononcé par Jésus sur la croix. Et c'est à ce moment, c'est-à-dire la phrase prononcée, que s'abat un déluge sur le cercle de pierre, l'inondant d'une eau rédemptrice qui va permettre à la femme de Pattes de Jaguar d'accoucher de son nouvel enfant. Pour ce qui est de la dernière scène du film, à mon sens, une des plus impressionnantes du cinéma américain de ces 20 dernières années, elle est ouverte à plusieurs lectures. La première est d'y voir l'arrivée des conquistadors comme l'évangélisation d'un peuple barbare, bien que seuls les gens de la cité le soient, pas la tribu de Pattes de Jaguar. La deuxième est d'y voir un inévitable cycle historique. Après le déclin d'un monde, en surgit un nouveau, un autre monde dont il faut se méfier a priori, puisque Pattes de Jaguar dit à sa femme qu'il vaut mieux se réfugier dans la forêt que d'aller vers eux. Et encore une autre lecture qui domine chez les critiques intellectuels français qui ont dénigré le film, qui y voient une justification de la conquête pour mettre fin à la sauvagerie, ignorant les atrocités du colonialisme.